aujourd'hui jamais dit. C'est ta face et mon body. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Applaudissements si vous le souhaitez pour ces images qui viennent de vous être proposées. Et bienvenue pour ce rendez-vous de l'Agglo Cap Atlantique, un rendez-vous qui marque l'aboutissement de plusieurs mois de travaux, qui marque le coup d'envoi surtout de la stratégie et du cap pour 2030 avec le projet de territoire qui va vous être présenté dans les minutes qui viennent. Mais pour démarrer, j'invite sur scène celui qui nous accueille ce soir, monsieur le maire de La Baule, Franck Louvrier. Merci. Merci beaucoup. Je vais être très court. D'abord, je suis très heureux de vous accueillir ici, dans ce vaisseau amiral intercommunal. Parce que, comme vous le savez, c'est un outil qui appartient aux 15 communes de Cap-Atlantique et pas uniquement à La Baule, contrairement à ce que j'entends parfois. La preuve, c'est qu'il est très fréquenté par la population de la presqu'île de Guérande, pour la simple et bonne raison, je crois qu'il y a plus de 50%, notamment de programmes culturels, des gens qui proviennent de l'extérieur de la ville, donc ça démontre bien que c'est un outil très intercommunal. Et puis c'est un outil aussi qui est très important dans les objectifs de tourisme d'affaires. Comme vous le savez, c'est sans doute l'un des secteurs qui est le plus touché après la Covid. On va avoir beaucoup d'énergie à mettre pour faire repartir le tourisme d'affaires, et notamment ici en presqu'île. Ça, c'est essentiel pour toute notre économie, pour la simple et bonne raison, c'est que quand le tourisme d'affaires tousse, l'économie touristique s'enrhume, ici à Cap-Atlantique, et donc il faut vraiment que ce vaisseau amiral soit soutenu par l'ensemble des 15 communes de notre territoire. Donc c'était surtout ce message-là que je voulais vous adresser. Moi, je suis très heureux de vous accueillir ici et de vous dire aussi qu'on a bien sûr dans la projection de ce bâtiment, de cet outil, de nouvelles ambitions, parce qu'il est important aussi de penser à l'avenir. Comme vous savez, le tourisme d'affaires, c'est aussi, je dirais, une matière qui évolue avec le temps. Et on aura dans quelques temps la possibilité d'avoir un Atlantia vue mer, ce que n'avaient pas réussi nos prédécesseurs. On va essayer de le corriger à la marge pour permettre d'avoir une offre face à la mer en plus d'Atlantia. Ce sera avec le groupe Barrière au premier étage du passage du Royal, ce qui nous permettra aussi d'offrir un lieu d'exposition beaucoup plus modeste que celui-ci, mais qui permet de compléter l'offre
qui est essentielle, qui est une offre vue mer. Quand on vient de plusieurs centaines de kilomètres ici, parfois nos congressistes ne comprennent pas pourquoi ils ne se réunissent pas et qu'ils ne voient pas la mer. Même si elle est à 100 mètres de là, c'est important de leur donner la possibilité de pouvoir aussi se réunir face à la mer. Et ce sera toute l'ambition avec l'équipe d'Atlantia de pouvoir mettre en place ce projet dans les 2 ou 3 années qui viennent. Et puis on a eu aussi une association très importante entre Atlantia et le parc des Dryades, qui est le parc de verdure. Parce que comme vous savez, quand l'économie touristique se porte bien, il faut qu'on ait une offre culturelle. Et cette offre culturelle, elle est indispensable. Elle est aussi payée par le tourisme d'affaires. Donc tout se lie, tout est tenu, tout se tient. Et c'est là aussi notre ambition pour notre territoire. Donc moi, je suis très heureux d'être ici ce soir parmi vous. C'est votre outil, c'est l'outil de toute l'intercommunalité. Et donc, c'est les 35 ans de cet outil. Il a été inauguré en 1987 par Jacques Chirac. C'est la raison pour laquelle il a été dénommé Atlantia Jacques Chirac l'année dernière par sa fille Claude Chirac, qui est venue ici faire, je dirais, le baptême de cette seconde vie, qui est une seconde vie importante. Il y en avait une qui a été un petit peu bouleversée par Xintia, où on avait refait l'équipement en 2014. Et maintenant, je pense que l'équipement est prêt pour pouvoir accueillir l'ensemble des personnes qui aiment notre territoire. Et on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de succès. C'est tout l'enjeu de l'attractivité. Et donc, je laisse ce soir la parole à Nicolas Criot, le président de Cap Atlantique. Merci beaucoup. Merci Franck. Mesdames et messieurs les présidents et vice-présidents d'intercommunalité, mesdames et messieurs les vice-présidents et maires, chers collègues, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les membres du Conseil de développement, mesdames et messieurs les représentants de nos partenaires, je vois Raymond Charbonnier, président donc, de Territoire d'énergie 44 ex-Cidela, Yann Trichard, président de la CCI, vous toutes et tous qui nous accompagnez dans les actions quotidiennes de Cap Atlantique, soyez les bienvenus. Asseraquais, Batien, Camouelais, Ferrelais, Guérandais, Herbignaquais, Beaulois, Turbalais, Croisiquais, Pouliganais, Mesquerais, Pénestinois, Piriaquais, Liffardais et Montdulfin, soyez toutes et tous les bienvenus à ce premier rendez-vous de l'Agglo. Je suis heureux de vous accueillir ce soir à Atlantia parce que nous allons partager ce soir un moment unique. Oui, unique parce que c'est la première fois depuis la création de notre communauté d'agglomération que nous nous dotons d'un projet de territoire 2030. Alors qu'est-ce qu'un projet de territoire ? Vous en avez entendu parler, plusieurs définitions existent. Et ce que nous avons porté, ce que j'ai souhaité, c'est que nous partagions dans la construction de ce projet de territoire une vision collective qui nous permette de définir un cap et des trajectoires. L'objectif est simple, c'est d'offrir un dessin commun à nos 15 communes membres de notre interco. C'est aussi, c'est un point qui a été remonté lors de beaucoup d'échanges, c'est aussi pouvoir redonner du sens à nos actions, à notre politique publique de territoire. Les administrés, les usagers l'expriment, les élus qui êtes présents ce soir également, et également les agents de nos collectivités, communes ou agglomérations. Alors l'histoire, elle a commencé il y a à peu près 1 an et demi. Le 5 février 2021, nous tenions notre premier atelier pour lancer la construction de ce projet de territoire 2030. Ensuite, s'est enchaîné 4 autres ateliers qui nous ont permis en fait de partager un diagnostic et de commencer à traduire les ambitions que nous souhaitions porter pour Cap Atlantique. Alors les ateliers, on est entre nous, je vais vous faire une confidence. Il y a un atelier qui m'a particulièrement marqué. Alors la thématique de cet atelier, c'était bousculer. Un expert avait donc été convié et en fait, il nous a
présenter des clichés de sites emblématiques de notre territoire en nous projetant à un horizon plus ou moins lointain, 10, 20 ans, 30 ans, à ce que pourraient devenir nos sites emblématiques. Il y en a un qui m'a particulièrement marqué, c'est le parc naturel régional de Brière. La photo qui nous a été présentée, vous le visualisez bien, ce parc, il était totalement asséché. Et en termes de végétation, par rapport à ce que l'on peut connaître aujourd'hui, elle n'existait plus, c'était un champ de cactus. Alors oui, ça interpelle. Oui, c'est une prise de conscience que le territoire sur lequel nous vivons a des atouts, mais également peut être menacé avec des dérèglements climatiques. On connaît la situation que nous vivons depuis cet été sur notre territoire et au niveau national. L'enjeu est bien que nous prenions conscience collectivement que nous sommes un territoire résilient et que nous aurons à faire face demain à d'autres défis pour permettre de transmettre aux générations futures le territoire qui fait aujourd'hui notre force et notre attractivité. Alors nos politiques publiques, elles doivent s'appuyer sur ces situations-là. Et le contexte de 2022 n'est pas celui d'il y a 20 ans, lorsque la communauté d'agglomération s'est créée. C'est pour ça que l'esprit aussi qui nous a animés dans la construction de ce projet de territoire, c'est de respecter le travail qui est porté depuis 20 ans dans notre agglo par nos prédécesseurs élus, mais également par les agents de Cap Atlantique. Alors en soi, ce projet de territoire, dans son écriture, de ce que nous allons vous présenter ce soir, il n'est pas une fin en soi, il est un début. Ce début, c'est-à-dire qu'il va pouvoir nous donner le cadre et la structure dans laquelle nous allons inscrire nos politiques publiques sur les 10 prochaines années. Pourquoi cette structure et ce cadre? Eh bien d'abord, c'est pour qu'il soit approprié par chacune et chacun d'entre vous. Ce doit être un projet fédérateur, un projet collectif. Et la mission, ce que j'attends de vous et de moi, c'est que demain, nous soyons les ambassadeurs de ce projet de territoire. Que nous portions dans nos communes, que nous le portions sur le territoire, que nous le portions auprès des administrés, mais il va également nous permettre de porter et d'affirmer notre ambition auprès de nos différents partenaires, et je pense aux collectivités que sont l'État, la région et le département. Donc c'est avec beaucoup d'enthousiasme ce soir que je vous retrouve, et nous allons ensemble partager notre vision et les ambitions que nous avons définies. Notre vision, vous l'avez à l'écran, entre terre et océan, une terre des possibles. Un écrin océanique en mouvement, à partager, à protéger, à optimiser. Un territoire qui est conscient de ses qualités uniques et de son environnement et de tous les enjeux qui y sont liés. Un territoire aussi qui veut offrir un cadre de vie attractif pour tous. Et un territoire épanoui et ouvert sur son temps comme sur son univers. Une terre qui se forge jour après jour dans nos mains. Donc les 3 grandes ambitions qui vont vous être présentées ce soir. La première ambition, c'est un territoire accélérateur de la transition écologique. Deuxième ambition, un territoire porteur du bien vivre pour tous. Troisième ambition, un territoire uni et intégré au profit du dynamisme global. De ces 3 ambitions, nous allons vous présenter ce soir 18 politiques publiques concrétisées. Ces 18 politiques publiques inscrites ont 36 actions majeures qui sont portées. Et dans ces 36 actions majeures, derrière, on définit une centaine de projets soutenus. Donc sans plus attendre, avec beaucoup d'impatience et je sais de votre côté aussi, je vous propose que nous ouvrions la première table ronde sur l'ambition
un territoire accélérateur de la transition écologique. Merci. Et Nicolas Criot, vous nous avez tout dit du programme qui nous attend pour les minutes qui viennent, pour cette soirée ici à La Baule, avec cette transition écologique qui est au cœur de la première table ronde avec le territoire accélérateur de la transition écologique. J'appelle justement les vice-présidents à monter sur scène, ceux qui vont intervenir avec Claude Baudet, Christelle Chassé, Joseph David, Pascal Puiset et Norbert Samama. Allez-y, prenez place. Un territoire accélérateur de la transition écologique, un territoire qui doit déjà accélérer en matière d'adaptation de l'aménagement du territoire. C'est ce que vous évoquiez, Monsieur le Président, il y a quelques instants. Je me tourne vers vous, Norbert Samama, vous êtes le maire du Pouliguen, vice-président à la transition écologique, chargé du schéma de cohérence territoriale et des stratégies foncières littorales. Quels sont les enjeux pour vous, pour l'agglomération d'ici 2030 ? Alors les enjeux, notamment en matière d'aménagement du territoire, ils sont absolument fondamentaux. Les enjeux, d'abord, puisqu'on parle d'un territoire accélérateur de la transition écologique, il s'agit avant tout de s'engager dans une sobriété foncière. Mais cette sobriété foncière, qui est en fin de compte la limitation, si vous voulez, de l'artificialisation des sols, la préservation des ressources et milieux naturels, se traduit aussi à travers l'aménagement foncier sous d'autres formes, c'est-à-dire la sobriété énergétique et la sobriété des ressources. Là, les enjeux sont déjà là en termes de politique foncière. Quels sont les outils que vous allez utiliser dans les années qui viennent ? Alors, avant même de parler d'outils, si vous voulez, c'est déjà, il faut se doter d'une politique foncière communale et économe en espace. Ça, c'est absolument fondamental, en lien avec les politiques de sobriété, qui sont les premières réponses donc, à la transition écologique. Puis, derrière, il faut absolument s'imprégner pour que dans chaque projet, on prenne en compte cette sobriété foncière et puis les autres formes de sobriété et prendre aussi à plein le corps, enfin, je veux dire, s'emparer pleinement de l'objectif du ZAN, c'est-à-dire du zéro artificialisation nette, Et derrière, quelque part, l'enjeu, c'est de passer d'un territoire consommateur à un territoire résilient. Alors, forcément, il y a aussi le fait de prendre en charge la lutte, enfin en tout cas de renforcer l'action de Cap Atlantique en matière de prévention des risques naturels et climatiques. Et on va y venir dans un instant. Et pour aller très très vite sur le sujet, les risques auxquels nous sommes confrontés, bien entendu, il y a l'élévation du niveau de la mer, il y a les phénomènes météorologiques extrêmes que nous avons connus et que nous allons connaître, et puis à travers cela, forcément, les outils que vous évoquez, eh bien c'est le nouveau PAPI, sur lequel il faudra s'engager, le programme d'action des préventions des inondations, mais aussi une stratégie de gestion du trait de côte du littoral, et puis, bien entendu, la protection durable des marais salants, de Guérande et du Metz, qui sont des éléments absolument fondamentaux, sans oublier le SCOT à travers son volet littoral et maritime. Voilà des outils qui seront absolument majeurs pour prendre en compte, si vous voulez, non seulement la transition écologique au niveau de l'aménagement foncier, mais bien au-delà, c'est-à-dire dans tous les politiques qui doivent imprégner nos projets demain. Donc le PAPI, le SCOT, voilà pour les outils, mais si je vous suis, c'est tout le modèle d'urbanisme qui doit changer également. Alors, effectivement, derrière, si vous voulez, alors vous avez cité le PAPI, il ne faut pas oublier bien sûr la stratégie locale de gestion du trait de côte, c'est les protections durables des digues, mais au-delà de ça, effectivement, demain, à partir du moment où on doit intégrer un certain nombre de problématiques dans l'aménagement foncier, dans l'aménagement du territoire,
au titre non seulement de la sobriété foncière et de la sobriété énergétique et des ressources. Ça veut dire que demain, tout ce qui se construit, tout ce qui se fait, doit absolument intégrer, si vous voulez, le fait que l'on ne peut plus construire en dehors, ou très peu en dehors de l'enveloppe urbaine, qu'il faut revoir les formes d'urbanisme, qu'il faut revoir l'urbanisme tel qu'il a été pensé les années passées pour comment dirais-je, lui rendre une nouvelle enveloppe. Et là, en cela, il faut intégrer toutes les problématiques, ne serait-ce qu'au niveau de l'aménagement d'un projet, du logement, les problématiques de santé, les problématiques d'énergie. Et c'est tout ce travail-là qui est à faire, qui fait que demain, non seulement au niveau de cet territoire accélérateur de la transition écologique, nous apporterons une réponse à l'habitant, mais nous apporterons aussi une attention particulière aux générations futures. C'est-à-dire que quelque part, la vision stratégique, si vous voulez, qui est à développer au titre de l'aménagement foncier, doit prendre en compte et l'habitant d'aujourd'hui et les générations de demain. D'où ce changement de modèle. Vous avez prononcé le mot inondation, ça tombe bien parce que juste à côté de vous, il y a Joseph David, maire d'Asserac, vice-président à la transition écologique, lui aussi chargé de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. Je parle sous votre contrôle, Joseph David. Parmi ces politiques publiques, d'ici 2030, vous favoriserez les actions en faveur de l'environnement maritime, marin et littoral. Alors, avant de répondre à votre question, j'aimerais faire un petit aparté. Allez-y. J'aimerais dire merci à Monsieur le Président Nicolas Criot, à tous les élus, en particulier à Christelle Chassé et Annabelle Garand, qui aurait toute sa place avec nous sur cette estrade. Vous la saluez, c'est comme Oui, si. Je la salue. Oui. Au service environnement de Cap aussi, que je salue, pour leur sollicitude à mon égard ces derniers temps. Ce fut très sympa et important pour moi. Alors sur ces politiques, sur ces actions qui concernent le marin, le littoral. Il y a d'abord le problème numéro 1, d'où tout s'écoule, en fin de compte, c'est le réchauffement climatique. Tu l'as dit, Norbert, hausse des niveaux de la mer, hausse de la température des océans, intensification des précipitations et augmentation des vents, cyclones, tempêtes, etc. Les effets du réchauffement climatique de probabilité sont devenus certitude et réalité visuelle, d'où inquiétude agricole, problèmes d'irrigation, pollution, etc. Pendant longtemps, la mer a été, à mon avis, considérée comme un non-lieu politique. Heureusement, aujourd'hui, si nous revenons à l'échelle de Cap Atlantique, ce n'est plus le cas. Nous travaillons sur des objectifs de priorité. 1. Augmenter la sécurité des populations exposées. 2. Stabiliser à court terme et réduire à moyen terme le coût et dommages avec un S lié à l'inondation. 3. Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés. Et en 4, nous travaillons pour la protection des marais salants, bien entendu, donc pour les systèmes d'endiguement, entretien, réparation, etc. Bref, notre préoccupation est actuelle. Aussi, à chaque tempête, plane la menace de voir le territoire à nouveau impacté par un événement marin significatif. Notre perspective est de faire en sorte que les impacts soient le moins importants pour notre territoire. Donc là, vous nous parlez des risques immédiats. Ça veut dire qu'il faut aussi sensibiliser sur la préservation de cette richesse maritime et littorale avec des actions que vous allez mener là encore. Alors, vous parlez de richesse maritime et littorale, vous avez bien raison, parce qu'il y a déjà chez nous 100 km de rivage, il y a 461 km de cours d'eau, 5150 hectares de zones humides, des baies, des estuaires, tout ça. Alors aujourd'hui, Cap Atlantique est connue, il faut le savoir, est reconnue comme l'animatrice des politiques de l'eau sur son territoire. Il nous faut continuer à rechercher et éliminer les sources de pollution, bactériologiques principalement, pour maintenir une eau de qualité conforme aux bassins balnéaires et aux productions marines. Nous avons pour ça un labo, nous avons une équipe environnement au top, etc. Nous communiquons, il ne faut pas oublier ça non plus. Alors, les directions, justement, oui, ces campagnes que vous lancez. Les directions du grand public sur les enjeux du milieu aquatique, à travers des opérations telles que... Le mégot. Oui, mais ici commence la mer déjà, qui a déjà commencé avant, avec le CPIE. L'opération mégot, zone zéro mégot dans notre agglo. Il faut savoir qu'un mégot pollue 500 litres d'eau.
Annabelle Garand, qui est dans la salle, est une des fers de lance de cette opération, donc merci à elle. Toutes ces actions avec Internet, flyers, animations, rencontres, se doivent de faire prendre conscience de la valorisation de notre littoral et de tous ces cours d'eau qui font de notre région la plus belle de France. Ça, c'est pour la sensibilisation. Et il y a aussi des actions de protection, outre la sensibilisation. Oui, alors vous pouvez parler de Avec protection. les systèmes d'endiguement, La protection d'océan, oui, c'est ça, protection océan et littoral. Alors, bon, il faut d'abord savoir qu'il y a le nombre d'habitants menacés. Si nous prenons une submersion moyenne permanente, elle est de 5000 personnes environ. Si nous projetons dans une perspective de changement climatique, on passe à 8000 à peu près. 8 000 sur 75 000, voilà le chiffre que vous retenez. Submersion, oui. Submersion moyenne permanente, 1300 logements aujourd'hui, 6000 activités économiques. Et si on se projette dans une perspective de changement climatique, nous passons à 3000 logements et 1300 activités économiques. Donc tu as parlé du PAPI 2 qui va commencer par une étude de 3 ans, le PEP. Hein. Alors Cap Atlantique s'apprête à gérer un deuxième système d'endiguement au droit des marais salants de Guérande, alimenté par les traits du Croisic. La gestion des ouvrages est prévue en 2023. On peut parler aussi de la protection des propriétaires soumis par l'État d'adapter leur habitation au risque de submersion. Donc il a été mis en place un dispositif d'accompagnement, Cap à l'abri, pour les aider dans leurs projets et comment solliciter les aides de l'État. Donc les mesures de protection, outre la sensibilisation, avec un dernier élément. Bon, je voulais parler de l'érosion, mais tu en as parlé un petit peu. Et l'érosion, avec le trait de côte. Oui, l'érosion, oui. Alors, mais Norbert en a parlé, et puis... Alors, pour conclure, j'aime bien citer des... Bon, moi, j'ai un copain qui s'appelle Victor Hugo, que j'adore, qui a écrit comme ça, « La nature nous parle, dommage que le genre humain ne l'entende pas ». Alors moi, je dis, faisons en sorte aujourd'hui de lui prouver le contraire. Je crois qu'il en serait le premier ravi. Voilà. Merci Joseph David, excellente transition. Je vous remercie parce que... Allez-y, je vous en prie. Vous citez Victor Hugo, mais la question qui se pose en toile de fond, c'est celle du lien entre l'homme et la nature. Christelle Chassé, je me tourne vers vous, vice-présidente aux économies primaires, à la transition écologique, chargée de la biodiversité et des milieux naturels. Vous êtes également maire d'Herbignac. Le premier de vos chantiers, le premier des travaux, ça consistera à mener des travaux qui concernent les ressources en eau, la biodiversité également. On a des enjeux très forts sur le territoire et on l'a bien vu cet été, c'est la qualité de l'eau, mais aussi la quantité en eau. Et c'est aussi notre alimentation derrière, c'est toute l'agriculture qui est liée à cette eau. Et puis le deuxième enjeu, c'est la préservation de la biodiversité. Alors il ne faut pas oublier que notre territoire, il passe de 75 000 à 360 000 habitants. Donc une pression forte sur ce territoire. Et je crois que ce projet territoire, il a l'ambition d'une vraie stratégie de biodiversité avec des actions concrètes. Avec des changements de pratiques à prévoir. Ça va prendre quelle forme pour la presqu'île ? Alors, je vais vous donner des exemples très concrets. Allez-y. C'est par exemple la plantation des haies, avec donc une richesse en biodiversité. Elle joue aussi, elle concourt à la qualité de l'eau, ces haies. Et puis elles s'entretiennent, donc ça veut dire du bois, des plaquettes et une chaudière en bois à la piscine d'Herbignac. Voilà, la boucle est bouclée. Il y a un véritable enjeu sur ces plantations de haies. Et puis je parlais tout à l'heure de la ressource en eau. Il existe un groupe de travail aujourd'hui qui travaille sur cette ressource en eau pour l'agriculture. Un diagnostic a été fait. Et on est déjà dans des pistes de solutions avec l'eau d'anciennes carrières, notamment l'eau des steppes aujourd'hui. Mais il y a un vrai enjeu sur cette question de l'eau. L'autre enjeu, c'est comme pour Joseph David, c'est la question de la sensibilisation. Vous allez vous y prendre comment ? Alors, l'homme n'a pas toujours conscience des liens qu'il a avec la nature. La nature, elle lui rend des services. Un exemple. Je prends la chauve-souris. Alors c'est sûr, elle ne gagnerait pas le premier prix à un concours de beauté. Mais il faut savoir que cette chauve-souris, elle mange un tiers de son poids en insectes, dont les moustiques. Et là, elle nous rend service en mangeant ces moustiques. Donc je crois qu'il faut être vigilant à son habitat, à ses lieux de nourrissage, parce que la nature, elle rend service. Donc à nous aussi de communiquer sur tous ces liens à la nature, ces services que nous rend la nature. Alors à travers toutes les actions de Cap Atlantique, toute la communication, mais il faut aller plus loin, je crois aussi. On peut aller jusqu'à la sensibilisation avec des chantiers participatifs que le CPIE, par exemple, mène très bien sur notre territoire.
Des droits, des devoirs également, c'est la formule. Bien sûr, des droits et des devoirs. Ouais. Vous parliez de la chauve-souris, donc on va exclure quand même cet exemple, mais il y a la question de la transition alimentaire également qui se pose. Je l'évoquais tout à l'heure dans ce contexte, je dirais, alimentaire incertain. Évidemment que c'est un enjeu fort. Alors, Cap Atlantique s'est inscrit dans un projet alimentaire de territoire. Alors, pas seul, puisque ce sont 35 communes qui sont inscrites dans ce projet, à l'échelle de 3 intercommunalités. Et c'est le parc de Brière qui porte ce projet, qui pourrait se résumer en mangeons bien, mangeons local. D'où l'enjeu du foncier. Et bien sûr, sur une pression forte sur le foncier, sur le territoire. Alors, on a un outil qui s'appelle le PÉAN, donc périmètre de protection des espaces agricoles et naturels sur le territoire. Et c'est Cap Atlantique qui anime ce PÉAN, qui permet de redonner des terres à l'agriculture. Je crois qu'on peut citer quelques actions, résultats concrets. C'est 7 hectares de friches qui ont pu être rendus à l'agriculture, à l'installation de maraîchers, et 17 jeunes qui se sont installés sur la presqu'île. Donc ça, c'est le chiffre que vous nous donnez, 17 agriculteurs, ça porte ses fruits, sans jeu de mots. Exactement. Merci à vous, Christelle Chassé, pour les chiffres qu'on a retenus, comme pour ceux de Joseph David, Norbert Samama également, avec ceux que vous nous donnez ce soir pour ces politiques publiques et ce projet de territoire, le cap pour 2030, le local qui est aussi valable pour l'énergie et la transition énergétique. On va y venir avec vous, Pascal Puiset. Vous êtes le vice-président à la transition écologique en charge de l'énergie, donc. Et si on parle de s'engager dans la diversité énergétique, il faut d'abord prendre en compte la notion de sobriété, voire d'autonomie. Oui, alors l'autonomie, ça me parle bien, là, parce que ma tablette vient de s'éteindre. Et donc, tous mes chiffres sont partis. C'était fait exprès, donc, mesdames, messieurs. Économie d'énergie, vous voyez, c'est fait. C'est pas mal, la transition. Non, je vais quand même vous parler effectivement de sobriété. Je crois qu'il faut quand même le dire, il y a quand même un certain nombre d'actions qui sont déjà engagées par le territoire. Je vais vous parler de la plateforme territoriale de rénovation énergétique avec la mise en place d'un guichet unique qui va permettre à tous les administrés de pouvoir aller chercher des renseignements sur ce qu'ils peuvent faire chez eux, éviter un petit peu les arnaques à la pose de panneaux solaires dans n'importe quelle condition. Ça ferait combien d'appels là? Vous avez une idée de ce que ça donnerait? Actuellement, il y a presque 1 millier d'appels qui ont été posés sur ce guichet unique. Alors 770, à peu près 800 pour ce qui concerne les administrés, donc ça prouve bien l'engouement. Et à noter quand même, plus de 170 rendez-vous ont été pris également par les administrés pour essayer de savoir sur quoi ils pouvaient s'engager. Mais c'est vrai qu'il y avait vraiment une volonté pour Cap Atlantique de s'inscrire dans cette transition et de proposer quelque chose, je dirais, administrativement et pas mercantilement. Après, on peut orienter, mais au moins orienter vers des actions quand même sérieuses, compte tenu effectivement de l'emplacement des toitures, de l'emplacement des maisons sur le territoire. L'autonomie, je ne vous reparle pas de votre tablette, mais en local, vous vous basez sur quoi? Alors, sur le guichet solaire, c'est quelque chose d'important, c'est de montrer un petit peu quelles sont les énergies qui peuvent être produites sur le territoire. À noter quand même 46% peut être généré par le solaire. Christelle en a parlé, 23% par les haies bocagères qui permettent de produire du bois. On a parlé de la piscine d'Herbignac, mais il y a aussi d'autres projets, peut-être en lien avec les EHPAD, qui sont en train d'être rénovés. On sait qu'aujourd'hui, sur le territoire, je parle terrestre, parce que l'éolien est un autre sujet, mais sur le territoire terrestre, on pourrait arriver à plus de 85% d'autonomie en termes d'énergie renouvelable, je parle bien. Donc c'est vrai que c'est le solaire principalement qui est développé sur notre territoire. J'en profite pour faire un petit coucou, parce que vous avez parlé de Lucidella, mais moi je fais un petit coucou à Morbihan Énergie, parce que je sais qu'ils sont aussi dans la salle. Il y a trois communes morbihanaises qui travaillent plus avec Morbihan Énergie. En tout cas, sur le solaire, Frédéric Dunec est dans la salle qui travaille beaucoup sur cette compétence-là. C'est le développement d'ombrières sur les parkings. C'est la centrale solaire qu'on est en train de mettre en place grâce à la création d'une SEM sur Kéraline. Donc, on va sortir d'une décharge d'enfouissement pour faire une centrale solaire.
Et plus le guichet unique effectivement qui est mis en place pour permettre aux administrés de créer du solaire. Donc vraiment, notre territoire est riche à ce niveau-là et vous l'avez vu cet été. Si les paludiers ont réussi à produire presque 2 saisons et demie en une année, le soleil est un atout vraiment qu'il faut optimiser sur notre territoire. Et sur lequel miser. Merci beaucoup, Pascal Puzet, pour ces explications, ces chiffres-là encore, tous sortis de tête. Ça veut dire que vous maîtrisiez parfaitement vos dossiers et ceux sur lesquels vous travaillerez d'ici 2030, avec la réduction de l'empreinte environnementale qui va de pair avec ces questions de diversité énergétique et d'autonomie. L'agglomération qui va donc diversifier ses ressources énergétiques. Je me tourne vers vous, Claude Baudet, maire de Saint-Liphard, vice-président aux équipements urbains chargés de l'eau potable, de l'assainissement et des déchets. Les déchetteries, justement, c'est votre gros dossier, là, à court terme. Écoutez, je ne sais pas si les déchetteries sont mon gros dossier, mais mon gros dossier, ce sont surtout les déchets, quoi, en fait. Il faut partir du constat réel, avant d'aller un peu plus dans les actions, de se dire que, de toute façon, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Partant de là, on voit bien que la réalité aujourd'hui n'est pas celle-ci, puisque nos activités économiques ont tendance à multiplier les déchets, nos consommations aussi du quotidien, et on entre bien dans la danse, mais sans réfléchir forcément au traitement de ces déchets derrière. Donc il y a un marqueur fort qui est un marqueur que l'État nous impose, en mettant des pénalités importantes avec une TGAP qui va exploser, qui a commencé à augmenter mais qui va exploser jusqu'en 2026. TGAP ? C'est la taxe, tout simplement, qui va peser sur les ménages et qui va faire en sorte que l'enfouissement soit quelque chose qui ne se pratique plus en France pour aller vers un autre mode de traitement des déchets. Alors, il est vrai qu'en 2026, logiquement, il n'y aura plus d'enfouissement. Il faudra aller, pourquoi pas, trouver des unités de valeur énergétique quelque part, si possible le plus près de notre territoire, pour faire disparaître ces déchets. Mais l'autre solution, c'est celle d'adapter notre schéma directeur des déchetteries, et avec Alain Fournier et toutes les équipes, nous travaillons dessus pour nous dire qu'aujourd'hui, le territoire n'est pas doté de suffisamment de déchetteries. Nous en avons 4 qui sont pleines, qui ne jouent plus leur rôle pratiquement, qu'il faut donc moderniser et qu'il faut mettre à la page. L'idée est donc de créer 2 nouvelles déchetteries, une qui remplacera celle de Guérande et de La Baule, et puis une autre qui remplacera celle de Basse-sur-Mer et du Pouliguen. Qui dit déchetterie nouvelle, ça veut dire que les autres vont disparaître, bien entendu, avec l'accompagnement qui se doit pour que l'environnement dans tout ça reprenne sa place et que la nature, au fil du temps, reprenne sa place, mais surtout des déchetteries qui soient des déchetteries aménagées à la réalité d'aujourd'hui. Alors, comment ? Tout simplement en multipliant le tri sélectif. Il est vrai que, je voulais signaler aujourd'hui, parce que c'est important, les usagers de Cap Atlantique sont de très bons élèves, puisque c'est la première fois qu'à Cap Atlantique, nous sommes avec un volume d'ordures ménagères en dessous du taux moyen national. C'est donc une avancée considérable qui a été faite. Oui, je crois qu'on peut applaudir les usagers et toutes les équipes qui travaillent autour de ça. C'est honnêtement un super boulot qui a été réalisé. Et au-delà de ça, la tendance continue à se faire, puisque nous sommes à moins 2% encore depuis le début de l'année 2022. Je reprends votre formule, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas la vôtre, qu'on connaît, mais que vous avez employé. Les biodéchets, là-dedans, vous n'en avez pas parlé ? Alors les biodéchets, les biodéchets, au même titre d'ailleurs que les autres déchets, il faut trouver des filières qui permettent de traiter les déchets. Alors les filières vont se multiplier sur les déchetteries que nous allons créer et sur celles qui existent déjà en dehors de celles que j'ai citées tout à l'heure, mais le biodéchet est aussi
un axe de réflexion. Il est vrai qu'aujourd'hui, le compost, par exemple, s'est énormément développé sur le territoire de Cap-Atlantique, et depuis le Covid encore plus. Maintenant, il faut se dire que tout le monde ne maîtrise pas son compost. Pour qu'un compost soit réellement bénéficiaire pour la nature, il faut qu'il soit bien fait. Et là, le traitement des biodéchets, ça va être de se dire comment je vais chercher les biodéchets qui existent, peut-être dans un premier temps dans les collectivités. On a commencé un petit peu à le faire, mais il va falloir l'étendre. Deux, dans les collectivités, dans les immeubles collectifs, en ville, puisque le compost, effectivement, à la campagne, dans le monde rural, c'est un peu plus facile. En ville, il y a un manque réel. Il va donc falloir bien réfléchir pendant ces 10 ans qui arrivent à mettre en place soit un ramassage, soit une collecte ou une réutilisation de ces biodéchets. Alors justement, le réemploi, plus largement, il faut y penser également autour des déchetteries ? Bien sûr, autour et dans les déchetteries même. J'ai envie de dire que la déchetterie de demain, c'est la déchetterie qui proposera un lieu de rencontre, des tiers-lieux, des lieux communs pour accueillir les associations, par exemple, pour accueillir les usagers, pour faire de la pédagogie, puisque la pédagogie est aussi importante. On a commencé à en faire à Cap-Atlantique, mais il faut se donner les moyens d'aller beaucoup plus loin. Et ces tiers-lieux seront ouverts à la population pour des animations aussi, et puis peut-être accueillir des partenaires. On a la Malle à rejouer, par exemple. Il y aura peut-être les Ripper Café et plein d'autres partenaires qui viendront nous rejoindre sur ces tiers-lieux. Et tout ça doit être accompagné d'un plan local, en fait, qui est en cours d'écriture actuellement et qui sera la vraie Bible, en fait, à suivre pour redonner de l'espoir, redonner de l'enjeu, donner des outils d'accompagnement à chaque usager, mais aussi à chaque collectivité qui se devra bien évidemment de donner l'exemple. Donner une seconde vie aux déchets, c'est possible. Pourquoi pas une troisième, une quatrième? On peut, même avec du plastique, faire des œuvres d'art. Il ne faut pas s'empêcher de le faire, mais le mieux, bien évidemment, c'est de proscrire définitivement le plastique. Et commençons tous ensemble en buvant de l'eau de Cap-Atlantique qui est de très bonne qualité pour bannir les bouteilles en plastique. Et sans emballage plastique. Merci à vous Claude Baudet et nos 5 vice-présidents qui nous montrent également l'emballage. Applaudissements. Merci à vous 5, messieurs, dames. Je vous laisse regagner l'assistance, regagner vos places, sauf Pascal Puiset. On vous raccompagne même avec Nicolas Criot. Nicolas Criot, je vous ai vu acquiescer pendant cette première table ronde consacrée à la transition écologique. Qu'est-ce qui vous a marqué en particulier? Qu'est-ce que vous retenez de ces échanges depuis quelques minutes? Bien, écoutez, ces échanges traduisent déjà la prise en charge d'un certain nombre de sujets. Je pense que beaucoup d'entre vous découvrent ce soir l'ensemble des actions déjà qui sont mises en place et portées par Cap-Atlantique sur ce sujet. Mais surtout, ce que je note, c'est cette transversalité par rapport à l'ensemble des sujets présentés. L'aménagement du territoire, bien sûr, mais le lien entre l'homme et la nature et tout ce qui fait la force de notre territoire, l'eau, l'économie primaire, et ces enjeux que nous allons devoir relever, mais pour lesquels je suis confiant, l'impulsion et les actions menées par Cap-Atlantique et ses partenaires vont dans ce travail d'éducation, pédagogie, d'action qui nous permet d'être optimistes pour la décennie à venir. Un territoire qui accélère sur la transition écologique, un territoire que vous voulez porteur également du bien-vivre pour tous? Également, c'est ça que nous allons vous présenter en deuxième ambition. Donc, un territoire uni et pour le bien de tous. Donc, j'appelle donc, ou je vous laisse appeler. Voici donc le temps de notre deuxième table ronde. C'est vous qui le faites également. On le fait ensemble avec Pascal Puiset qui est déjà sur place. J'invite les autres vice-présidents à le rejoindre avec Jean-Pierre Bernard, Bernard Le Guen, Franck Louvrier, Michel Kellard, Jean-Claude Ribaud, Nicolas Rivalan. Allez-y, prenez place.
Deuxième table ronde donc consacrée à ce territoire porteur de bien vivre pour tous, le bien vivre pour tous. Et d'abord, la question du logement avec vous, Michel Kellar, maire du Croisic, vice-président à l'habitat et à l'accueil des gens du voyage. Voilà, on vous donne le micro. Comment assurer à tout le monde un parcours résidentiel de qualité? C'est la formule que tout le monde peut lire, qui est peut-être un peu abstraite. Expliquez-nous comment ça va se traduire concrètement, notamment par la construction de logements. Alors, vous savez que le logement, c'est une préoccupation majeure de nos concitoyens. Il nous faut loger les jeunes, les actifs, les saisonniers, les seniors. Et j'ai cru remarquer également que c'était un élément majeur de notre projet de territoire parce qu'il est arrivé, je crois, en deuxième position, me semble-t-il. Bon, pour ce faire, bien sûr, il y a beaucoup d'actions et nous avons commencé à entamer une action déjà, troisième programme local de l'habitat, qui est un vrai défi à relever pour notre territoire parce que dans ce cadre, nous allons devoir faire environ 200 logements an. Je rappelle que si on appliquait la loi SRU, ce n'est pas 200 qu'il faudrait faire, mais c'est 500. Donc nous devons collégialement, tous ensemble, relever ce défi. Et je sais que ça ne va pas être facile, mais je compte sur vous, mes collègues. Et puis, comme cela, nous pourrons faire en sorte que nos administrations, que nos commerces, que nos entreprises puissent avoir du personnel pour faire convenablement le travail. Alors ça, c'est une première action et une action importante. Mais il y en a d'autres. Et donc, nous devons aussi accompagner les propriétaires occupants dans l'amélioration énergétique de leur logement grâce à 2 programmes d'intérêt général successifs. Je viens d'entendre tout à l'heure à la radio que le gouvernement va augmenter la prime rénov'. Donc, ça va être l'occasion de faire des travaux. Et c'est conséquent en plus. Je crois avoir entendu parler de 2,6 milliards. Mais peut-être ai-je mal entendu, je ne crois pas. Promouvoir également le conventionnement du parc privé, soutenir également les réserves foncières des communes, ça, Cap Atlantique, déjà des actions entamées là-dessus, et puis mettre en œuvre les actions du schéma départemental, l'accueil des gens du voyage, ça aussi, nous sommes aussi dans l'obligation de le faire. Je rappelle que tout cela va avoir un budget, et Monsieur le Président m'alloue environ 2 millions par an. Voilà. 2 millions d'euros, ce budget qui ne changera pas, 2 millions d'euros par an. Merci Michel Kellar voilà, pour ces actions et ces chantiers dès maintenant et jusqu'à 2030. Pascal Puiset, il était question de logement avec Michel Kellar. On a aussi envie de savoir comment on va se déplacer sur votre territoire d'ici 2030. Expliquez-nous, si on n'utilise pas la voiture, alors on utilisera quoi? Les transports collectifs seulement? En tous les cas, si on continue d'utiliser la voiture, chose qu'on va l'utiliser encore pendant de nombreuses années, je crois qu'il faudra déjà privilégier le covoiturage. S'arranger quand on arrive chez les copains de couper son moteur. Je crois que c'est une chose quand même déjà assez fondamentale à mon sens. Par contre, si vraiment on va vers du moteur électrique, il va falloir penser sobriété là aussi, parce que est-ce qu'on pourra brancher nos voitures si demain il y a des coupures de courant? Vous savez ce qu'ils nous annoncent pour cet été dans le Morbihan, donc qu'est-ce qu'il en sera en 2030? Par contre, effectivement, je pense qu'il va falloir qu'on se préoccupe très très fortement des transports en commun. C'est ce que nous avons fait avec Soisig Légoni qui est dans la salle, qui tenait absolument à ce que je la cite. Non, je plaisante, c'est pas vrai. C'est fait. C'est pas vrai, mais c'est fait. Bonjour Soisig, si tu m'entends. Non, en fait, on a fait le tour des communes pour savoir un petit peu qu'est-ce qui était en attente et surtout aller vraiment vers un service rendu à la carte, dans le sens où il va falloir être sérieux, on ne va pas pouvoir tout faire, mais au moins avoir un transport en commun qui va permettre d'amener les gens vers le bassin d'emploi. C'est une des réponses majeures. Qu'est-ce qui ressort alors? C'est votre offre qui précède la demande ou c'est l'inverse? Alors, disons qu'il y avait déjà un service qui était fait par Ila Presqu'île qui était de qualité. C'est surtout adapter le service à l'évolution du territoire. C'est un territoire qui grossit. Donc, il y a des gens qui viennent sur notre territoire pour y travailler. Donc, les aider à se rendre aussi dans le bassin d'emploi. Mais aussi, administrativement, on est un territoire vieillissant.
Et si je prends les 3 communes morbihanaises par exemple, aujourd'hui c'est plus facile pour elles d'aller à Guérande que d'aller à Vannes, alors que toute notre administration se trouve sur Vannes. Donc on travaille en intercommunalité, mais avec aussi la région Bretagne pour relier le nord du département avec Lila Presqu'île, avec des navettes, avec Breisgau, qui, elle, est le service de transport qui travaille pour la région Bretagne. C'est la question que j'allais poser pour aller jusqu'où? Il y a d'autres zones couvertes? Alors, ce qui est important aussi, si on veut privilégier le transport en commun, c'est permettre à ces bus de pouvoir aller jusqu'aux gares, de permettre aux arrêts de bus d'avoir des garages à vélo, peut-être aussi. Donc, se rendre à Redon, se rendre à La Baule, se rendre à Vannes, se rendre à Saint-Nazaire, donc privilégier également tous ces transports qui vont permettre à l'habitant de ne pas passer 2 heures dans les transports en commun pour rejoindre la gare la plus proche. L'autre outil du quotidien en 2030, mais d'ici 2030, ce sera le vélo. C'est le vélo. Alors le vélo, effectivement, Cap Atlantique s'est engagé dans un gros travail avec son schéma directeur vélo. Ça va, ma tablette s'est rallumée, je vais avoir les chiffres. Il y a quand même déjà 245 d'itinéraires cyclables. 28 km ont été créés ou rénovés depuis 2018, soit environ 15 km par an, donc ce qui n'est quand même pas rien, puisque ça représente un budget d'environ 750 000 € par an. On crée des stationnements, également vraiment lier les territoires aussi entre eux, avec cette évolution du vélo. Je vais parler du vélo aussi, pas forcément touriste. Je vais donner un exemple, il me parle puisqu'effectivement c'est un exemple morbihanais, puisque nous nous sommes rattachés à un projet qui s'appelait Bien vivre en Bretagne, et ce projet nous a permis d'avoir une subvention pour les communes de Camoël, Ferrel et Pénétin, de 200 000 € qui vont permettre de créer une ligne directe de vélo pour aller de Ferrel à Pénétin sans utiliser la voiture. Vous savez bien que c'est un problème de stationnement. On en a parlé tout à l'heure sur l'évolution du nombre d'habitants sur le territoire. Pénétin, on a fait sur 2 week-ends 42 000 habitants au lieu de 2 000. Donc vous imaginez qu'en termes de stationnement, d'infrastructures, etc., il y a du boulot à faire. Mais si les saisonniers, parce que c'est l'été, peuvent venir en direct à vélo de Ferrel à Pénétin en 15, 20 ou 30 minutes par une voie directe, je crois que c'est quelque chose auquel il va falloir qu'on pense très très sérieusement. Vous parlez des saisonniers, il y a les habitants à l'année avec des subventions, des projets en tête, en cours. Actuellement, c'est surtout, donc Cap Atlantique a énormément investi dans le schéma directeur vélo, mais il faut savoir aussi que les communes à leur niveau travaillent énormément sur le développement en interne. Et en fait, l'idée, c'est de créer des liens entre ce schéma directeur vélo de Cap Atlantique et les schémas communaux. Se déplacer donc à vélo, avec ou sans assistance électrique, mais l'un des moteurs du développement du territoire, c'est aussi le numérique. Nicolas Rivalan, vous êtes le maire de Ferrel, vice-président en charge, entre autres, des ressources humaines, des moyens matériels. Si on parle de moyens numériques, c'est votre quotidien pour l'agglo avec le schéma directeur ou la cybersécurité. En interne, plus largement, comment le développer, ce numérique? Merci. Ma tablette numérique papier est chargée. Il a pédalé pour recharger sa tablette pendant la petite interruption tout à l'heure. En fait, notre premier schéma directeur d'aménagement numérique date de 2012. Donc les efforts depuis 2012 ont été concentrés sur le déploiement de la fibre et sur l'ensemble du territoire. Jean-Pierre Bernard, dans le cadre de son mandat et de sa présidence du comité de suivi du déploiement de la fibre, est chargé en fait de s'assurer que les engagements qui ont été pris par Orange et SFR soient bien tenus. Mais on va faire le point justement d'ici quelques instants. Je vais vous poser la question juste après. Ou alors je vous la pose maintenant, allons-y, puisque je vois que vous êtes dans les starting blocks, Jean-Pierre Bernard. La fibre et cette petite pression sur Orange, on peut dire les choses comme ça, où en est-on? Nicolas a déjà donné la réponse, donc j'ai plus grand-chose à faire et à dire. Donc en fait, vous savez, le numérique, c'est tellement important. Pour les entreprises, pour le tourisme, tout le monde a besoin de télétravail, effectivement. Donc aujourd'hui, il y a 2 opérateurs qui travaillent sur Cap Atlantique, SFR sur 11 communes, et Orange sur 5 communes. Donc SFR, c'est 100% de déploiement de la fibre. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui voient rouge avec Orange
Parce que franchement, à peine 40% de développement de la fibre sur une commune comme Herbignac, c'est absolument inadmissible. Donc le challenge que j'ai jusqu'à la fin de l'année, c'est d'essayer de faire respecter les conventions qui ont été signées il y a 3 ou 4 ans par le président de Cap Atlantique, et bien sûr continuer l'année suivante à déployer cette fibre qui est vraiment indispensable, et indispensable aussi pour nos concitoyens. Nous ne l'oublions pas, ça s'appelle le FTTH, c'est la fibre à domicile, et donc il faut absolument qu'il y ait 100% de développement d'ici à la fin de l'année. Voilà pour les chiffres. Je sais que ça va être très très difficile, mais on n'a pas le choix, il faut y aller. Bon, question précise, réponse précise en tous les cas sur le développement et l'état du développement de la fibre. On parlait de ce schéma directeur, Nicolas Rivalan. Sur le développement numérique, en fait, le développement numérique de notre territoire va nécessiter donc que nous appréhendions ensemble en fait, ces enjeux pour déterminer précisément les ambitions numériques. Et donc, dans cet objectif, nous allons, avec nos collègues élus du territoire, élaborer donc un nouveau schéma directeur numérique dans les prochains mois. Avec ces actions donc, que l'on suivra particulièrement. Merci Nicolas Rivalan. Jean-Pierre Bernard, était avec... Allez-y, je vous ai coupé la parole. Allez-y. Oui, parce que je n'ai pas fini. Allez-y, pardon. Parce que les principaux objectifs de ce schéma numérique, il ne faut pas oublier que le citoyen, en fait, est au cœur de notre démarche. Et son accès aux services territoriaux par le numérique est notre priorité. Donc nous allons prêter une attention particulière à l'inclusion numérique. Je tenais à le dire, car nous estimons que notre proximité avec les usagers passera par cette inclusion, en fait. Et puis la transformation numérique de nos services est une nécessité. Donc tous les efforts qui ont été réalisés ces dernières années, en fait, doivent se poursuivre pour améliorer le service rendu aux citoyens et améliorer aussi les conditions de travail de nos agents. Et on parle de développement numérique, c'est une chose, mais il ne faut surtout pas oublier qu'aujourd'hui, on va être obligé d'intégrer dans ce schéma directeur la cybersécurité. Numérique, la cybersécurité, oui, exactement. Avec des actions en particulier auxquelles vous pensez ? Une politique de cybersécurité, je pense qu'on est en train de travailler, on a déjà commencé à travailler dessus. Très bien. Et on se fera accompagner pour ça. Et on suivra ça effectivement dans les prochains rendez-vous de l'Aglo. On vous posera la question, Nicolas Rivalan. Jean-Pierre Bernard, on était avec vous tout à l'heure. Vice-président à la santé, à la prévention de la délinquance, l'accessibilité au handicap et à la desserte en numérique. Voilà pourquoi vous nous aviez répondu sur l'état des lieux et le déploiement de la fibre. On parlait de santé également. On parle de santé sur le territoire avec la mise en place d'un contrat local de santé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour ce plan au cours de cette table ronde donc, consacrée au bien vivre pour tous sur le territoire ? La santé, c'est un véritable problème. Pour avoir des rendez-vous en ce moment, c'est un peu compliqué. Donc le contrat local de santé, c'est un outil qui est porté par l'agence régionale de santé et une collectivité, donc en l'occurrence Cap Atlantique, et qui va nous permettre de faire un diagnostic. Donc il y a un chargé de mission qui a été embauché et qui va travailler pendant 5 ans avec nous pour faire un véritable diagnostic sur la santé. C'est vaste, hein, la santé, ce sont les hôpitaux, ce sont les EHPAD, etc. Alors, ce que nous allons mettre en place, c'est une cartographie de toutes les spécialités médicales, entrer en partenariat avec les EHPAD, parce que c'est quand même assez compliqué. Hein, actuellement, pour entrer dans un EHPAD, il n'y a pas beaucoup de place, donc il faut absolument qu'on travaille avec eux. Et puis, peut-être une plateforme d'infirmières et de médecins pour l'été. Donc on y pense sérieusement. Et puis une plateforme de consultation en visio ou par téléphone qu'on pourrait mettre en place aussi. Voilà les 4 actions sur lesquelles nous pourrions travailler. Mais ceci étant, tout va avancer au fil des temps lorsqu'on aura ce diagnostic fait par nos chargés de mission qui commencer à travailler bientôt. Les médecins, les infirmiers, ça n'empêche pas cette antenne d'urgence, on peut parler de ça comme ça? C'est l'expression que vous employez? Pourquoi pas, surtout l'été, où il y a une demande énorme, hein, nos populations augmentent, sont multipliées par 10, donc pourquoi pas imaginer une plateforme d'infirmières et de médecins qui pourrait répondre davantage aux urgences. Je reviens d'un mot sur les EHPAD dont vous avez parlé, quels besoins en particulier, à court terme en tout cas?
Ben, on se rend compte que c'est extrêmement difficile pour nos aînés de trouver des places et pour les familles aussi. Donc il faut absolument qu'on travaille en collaboration avec les directeurs d'EHPAD. Mais ça, par contre, je pense que ça peut aller très vite et on va s'y mettre prochainement. Allez-y, je vous en prie, Pascal Puiset. Juste un petit complément, puisque c'était mon ancien métier, j'étais directeur d'EHPAD. L'ARS actuellement travaille sur augmenter un certain nombre de lits. Alors c'est vrai qu'il y a une partition sur le territoire du nombre de lits qui sont proposés en EHPAD. Par contre, je sais qu'en tout cas pour Pénétin, il risque d'y avoir des lits supplémentaires. Et malgré le peu de lits supplémentaires qu'il va y avoir, c'est déjà un petit plus, parce qu'il y a vraiment une carence effectivement sur le territoire en nombre de lits. Mais vous confirmez, vous acquiescez Oui, quand Jean-Pierre Bernard parle de court terme. On n'est pas là sur l'horizon 2030. Merci Pascal. Pour cette précision. Merci Pascal Puiset. La santé qui passe aussi par le sport. Il en est question avec vous, Bernard Le Guen. Je vous laisse vous saisir du micro. Vous êtes le maire de Camuel, vice-président au sport, aux équipements sportifs d'intérêt communautaire. Comment est-ce qu'on développe la pratique? C'est la question qui se pose, que vous voyez apparaître. Comment développer la pratique en cohérence avec l'identité du territoire? Alors, pour répondre à Jean-Pierre, vaste question. Pour répondre à Jean-Pierre d'abord, pour avoir une bonne santé, faites du sport. Voilà. Donc, le message est passé. Effectivement, donc, la pratique sportive touche beaucoup de domaines, la santé, le bien-être personnel, le tourisme et également voir la compétition sportive. Dans le domaine de la santé, déjà plusieurs associations sur le territoire développent des activités de remise en forme, notamment dans le suivi post-opératoire. Mais la question du bien-être également est très présente chez nos habitants, puisqu'il suffit de regarder le nombre d'activités sportives qui se pratiquent hors stade. Je pense aux activités nautiques, la voile, mais il y a aussi, notamment sur Acérac, le kitesurf, le windsurf et le paddle. Donc on suit effectivement tous ces sports avec grand intérêt. Nous avons également développé sur notre territoire des circuits de randonnée pédestre et de vélo loisirs qui sont très très utilisés, que donc nous continuons, n'est-ce pas Franck, à enrichir et puis à agrémenter. Donc toutes ces activités ont effectivement donc une résonance très forte, non seulement chez les habitants, mais également chez tous nos visiteurs, tous les touristes qui viennent tout au long de l'année chez nous. Dans le domaine donc maritime, on a dit tout à l'heure que Cap-Atlantique c'était un territoire de mer. C'est vrai que nous avons à peu près 100 km de côte, donc sur lesquelles nous trouvons donc plusieurs stations nautiques. Et donc il est normal aussi que nous ayons qu'on peut retrouver sur le territoire 3 piscines actuellement qui se décline sous la forme d'Aqua, Aqua Ball, Aqua Herbignac, Aqua Guérande et puis Aqua Piriac. Alors je dis Aqua Guérande, Aqua Herbignac, Aqua La Ball qui existent déjà, mais Herbignac va ouvrir ses portes très bientôt puisque on espère les ouvrir donc en septembre 2023. Vous parlez sous le contrôle de Christelle Chassé, ici au premier rang. Voilà. Et elle sera chauffée au bois, me souffle Pascal. Bon. Donc on y pratique effectivement tout un panel d'activités, mais donc avec notre délégataire Récréa, nous allons proposer une activité nouvelle appelée Ludi Rouge, qui va être destinée plus à la prévention de la noyade. Donc voilà. La prévention de la noyade et cette comparaison quand on préparait ce rendez-vous de l'agglo entre votre territoire et puis la montagne. Si on prend l'exemple de la voile. C'est assez révélateur selon vous? Alors effectivement, quand on va à la montagne, on est tous étonnés de voir les petits bouts de choux qui ont 3 ou 4 ans, qui sont sur les skis, qui dévalent les pistes. Et je trouve qu'il serait normal que nos enfants de notre territoire, de notre commune, donc sachent au moins pratiquer un sport qui est quand même mythique sur notre territoire, qui est la voile. Alors je sais que les communes maritimes le pratiquent déjà, mais je pense qu'il faut l'étendre à l'ensemble de toutes nos communes pour que les enfants, lorsqu'ils quitteront le cycle primaire, c'est-à-dire les enfants de cycle 3, de CM2, puissent avoir au moins eu une initiation à la voile. Avec quels moyens, quels outils, là encore? Alors, nous allons évidemment nous appuyer sur ce qui se fait déjà dans les communes maritimes, qui déjà donc travaillent, et puis évidemment s'appuyer sur tous nos centres nautiques, et on en a plusieurs sur le territoire. Avec plus de créneaux, forcément, donc plus de moniteurs, par exemple? Alors, donc c'est à voir, effectivement, tout reste à mettre en place, mais on espère pouvoir activer donc, ces séances voiles à partir de la rentrée 2023.
Ces projets-là, en tout cas, une fois qu'on a trouvé les moniteurs, les créneaux, le matériel, qui existe déjà a priori, comment est-ce qu'on coordonne cela sur le territoire? Alors, au niveau du territoire, donc le sport, on le coordonne à travers une commission sport. Donc on a dans cette commission l'ensemble des 15 adjoints au sport de nos communes. Donc ça permet effectivement l'émergence et puis donc la coordination des différents projets qui sont élaborés. Mais donc la cohérence sportive au niveau du territoire, elle passera d'abord aussi par une forme de mutualisation. Alors, à la fois la mutualisation des équipements, mais ce n'est pas toujours possible. C'est vrai que dans nos communes, on a des équipements, mais qui sont déjà surchargés en termes de timing. Mais je pense aussi à la mutualisation des associations sportives. Il faut, je pense, quitter l'esprit de clocher que l'on garde toujours au fond de soi. Et puis s'inspirer des mutualisations qui existent. Je pense notamment sur le nord du territoire, on a une mutualisation à 4 communes qui fonctionne très bien. Donc il faut s'appuyer sur ce genre de mutualisation pour que le sport, effectivement, sur Cap-Atlantique évolue. Au-delà des concepts, sur ce que vous nous dites depuis tout à l'heure, avec la partie sport-santé, la partie compétition, voile, l'accès à la voile pour les plus jeunes, ça concerne toutes les catégories d'âge, on est bien d'accord? Oui. Et puis, on a également effectivement des associations sportives qui rayonnent sur l'ensemble du territoire et qui, effectivement, il faut pouvoir donner aux jeunes qui sont présents dans ces clubs des équipements dignes et aider justement donc, ces jeunes, ces clubs à pouvoir pratiquer leur sport en toute sécurité et en toute confiance. Merci à vous, Bernard Le Guen. Le sport Alors, pour tous. Juste un petit mot aussi. Allez-y. Je pense aussi que ça passe aussi par une visibilité sportive à l'échelle du territoire. Et c'est pour ça que nous allons mettre en place, à partir de 2023, une manifestation qui va regrouper l'ensemble des 15 communes. Et je crois qu'on en reparlera avec Nicolas Rivalan, même d'ici quelques instants. Merci en tout cas Bernard Le Guen pour ces explications et la vision, le cap pour 2030 avec le sport pour tous sur le territoire, la culture pour tous également, toutes et tous avec le projet de territoire qui est l'occasion de dévoiler la politique publique dans ce domaine d'ici 2030. Avec quelle synergie? C'est la question posée à Marie-Catherine Lehédé. Elle ne pouvait pas être présente ce soir. Elle, la vice-présidente à la culture, à l'enseignement musical et aux équipements culturels d'intérêt communautaire. Mais vous allez l'entendre, elle répond à cette question et elle n'intervient pas depuis n'importe quel endroit. Bonsoir, nous sommes donc en direct du musée des Marais Salants où se tient actuellement l'exposition Le Salle des Incas que je vous invite à venir admirer jusqu'au mois de novembre. Donc promouvoir un cadre culturel ambitieux et accessible à tous, tel est effectivement l'enjeu d'un projet culturel de territoire. Il s'agit d'une démarche de politique publique dont nous pourrons être fiers. Notre territoire est riche d'un patrimoine naturel exceptionnel, d'un patrimoine architectural certain, mais également et surtout d'un patrimoine culturel extraordinaire qui est bien souvent méconnu. La mise en valeur du patrimoine culturel méconnu et de l'ensemble des manifestations de notre territoire est donc un enjeu pour notre agglomération. Afin de promouvoir les actions culturelles de grande qualité et de les rendre accessibles au plus grand nombre, il nous faut donc travailler ensemble, de trouver des synergies entre tous, sans perdre de vue, évidemment, nos identités locales. Le projet de territoire est notre projet politique pour les 10 prochaines années. Le projet culturel de territoire sera donc notre projet de politique culturelle. S'inscrire dans une démarche projet culturel de territoire va permettre de répondre à la question du qui fait quoi, comment et pourquoi. Il ne s'agit en aucun cas de se substituer aux politiques culturelles des communes, de l'agglo ou du département, mais de rechercher des synergies entre les acteurs au service de l'ensemble des politiques du territoire communautaire. À l'échelle de Cap-Atlantique, donc 3 axes principaux pourraient être mis en valeur par ce projet culturel de territoire. Donc en 1, la valorisation des équipements communautaires. Nous avons la chance de disposer d'un musée de France aux riches collections thématiques et nous travaillons à une programmation culturelle transversale de qualité associant le musée, le château de Ranrouette et le conservatoire. Comme vous le savez, un nouveau conservatoire est en cours de réalisation. Cet équipement permettra la mise en œuvre de l'ensemble de la politique d'enseignement musical de Cap-Atlantique, enseignement bien sûr, mais aussi l'accompagnement de la pratique amateur,
la diffusion de la musique pour tous. Déjà, plus de 4000 élèves du territoire bénéficient d'interventions en milieu scolaire. Et enfin, la diffusion de la pratique musicale qui permettent à la fois de donner du sens à la pratique des élèves et de rendre accessible sur l'ensemble du territoire intercommunal des concerts de grande qualité. En deux, la valorisation du patrimoine culturel pourrait également être un axe important du projet de territoire. Et en trois, enfin, des réflexions autour de la coordination de la programmation pourraient être engagées. Le champ des possibles est donc immense et nous avons l'ambition pour le territoire d'offrir un cadre culturel ambitieux et accessible à tous. Voilà pour l'ambition et le projet et la politique publique en matière de culture avec Marie-Catherine Lehédé et des événements culturels. Entre autres, ici à Atlantia, Franck Louvrier, vous êtes vice-président au tourisme responsable, devrait-on dire, car c'est votre ambition. Déjà, un tourisme responsable, ça veut dire quoi? On parle de diversité de l'offre? Oui, je ne sais pas ce que ça veut dire un tourisme responsable, parce que il y a différentes définitions du tourisme. On parle du slow tourisme, du tourisme vert, l'écotourisme. Enfin, tout ça, c'est, je dirais, du verbiage. Ce qui est intéressant, c'est l'action. Et ce qui est intéressant surtout, c'est de voir que la consommation touristique a totalement changé. Aujourd'hui, je pense que le tourisme de masse va être chassé par justement cette recherche de tourisme de proximité. Et peut-être que le mot proximité, peut-être avec le tourisme, est le mot le plus intéressant pour notre territoire, parce que notre territoire a un avantage extraordinaire par rapport à tous les autres, au moins un, c'est celui de la diversité de l'offre. Et comme vous savez, aujourd'hui, le consommateur, le touriste consommateur, il vient plus d'abord qu'en juillet et en août, et heureusement pour nous, il fait travailler les ailes de saison et même en dehors de la saison, mais surtout, il ne reste pas au même endroit. On va prendre l'exemple d'ici. Il y a quelques dizaines d'années encore, les gens s'installaient sur la plage du matin jusqu'au soir et puis ne découvraient pas nos richesses que sont les marais salants, qu'est le parc naturel régional de Brière et toutes ces richesses qui étaient à quelques centaines de mètres, si ce n'est kilomètres, de l'endroit où ils étaient. Aujourd'hui, en fin de compte, le consommateur, il est dans une autre approche qui est un peu comme quand vous rentrez au restaurant. Ils veulent à la fois avoir les menus et la carte, ou le menu et la carte. Alors parfois, il prendra toujours la même carte, mais il veut avoir la diversité de cette offre. Et nous, on est dans cette position de force de pouvoir offrir à nos touristes la diversité de l'offre. Et ça, c'est vraiment un atout majeur à l'échelle de la France, qui est, je vous rappelle, la première destination touristique au monde, qu'aujourd'hui, le tourisme de ce territoire est notre première économie, donc elle est essentielle. Elle est même incontournable. Et du même coup, on sait très bien que nos atouts, ils sont là et qu'il faut s'adapter à cette consommation, et tant mieux, parce qu'en fin de compte, elle recherche plus un tourisme de qualité que ce qu'on a pu connaître encore dans les années 70, où, comme vous le savez, on parquait les gens à un endroit et on n'entendait plus parler pendant quelques semaines. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, notre mission, c'est de s'adapter à cette offre-là. Et le rôle de l'office, en l'occurrence, c'est aussi ce rôle de répartition de la clientèle sur l'ensemble des 15 communes. Parce que bien sûr qu'il y a des locomotives. La Baule, Guérande, ce sont des marques qui Avant de parler des rayonner. locomotives, pardon Franck Louvrier, mais ce que vous dites sur cette diversité de l'offre, on n'est pas dans la théorie, vous l'avez vécu cet été. Oui, non mais bien sûr, mais c'est surtout que si vous n'avez pas les locomotives, vous n'avez pas les voitures. Et donc de ce fait-là, on est obligé de rayonner à l'échelle nationale, si ce n'est internationale, étant donné l'ambition touristique de la France. Regardez le gouvernement, il y a encore quelques mois, pas le ministre actuel, mais l'anté-prédécesseur, expliquait qu'il fallait 100 millions de touristes en France. Aujourd'hui, le discours a totalement changé. L'objectif n'est plus quantitatif, il est qualitatif. Et c'est vraiment cette mission-là qu'on doit avoir, avec, bien évidemment, ne pas confondre le marketing territorial avec la communication. Je vois parfois des communes qui font beaucoup de communication sur le tourisme, ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est cibler, c'est faire du marketing territorial, c'est s'adresser à une population particulière. Parce que quand vous êtes à Saint-Liphard, vous avez une offre particulière. Quand vous êtes à Sirac, vous avez une autre offre particulière, etc. Je suis parti pour citer les 15 communes, donc je vais m'arrêter là. Allez-y. Mais c'est à chaque fois, vous avez des offres particulières qui permettent justement cet éventail et cette force de la diversité qui est un outil pour notre territoire. Et donc c'est dans cette posture-là et cette position-là qu'il faut qu'on se mette avec un atout, un autre atout,
c'est qu'on a un terrain plat. Donc, le vélotourisme, et ce que disait tout à l'heure à juste titre Pascal, mais le vélotourisme est sans doute notre plus bel atout. Et on a une chance formidable, c'est qu'on est investi depuis des années. Parce que là aussi, le vélotourisme, c'est comme les caméras de protection. Vous savez, vous ne vous dites pas du jour au lendemain, je vais en mettre 200. Eh bien, vous ne vous dites pas du jour au lendemain, je vais faire 200 km de piste cyclable. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, cet investissement-là, qui date d'Olivier Guichard, qui est à la fois local, mais aussi régional. Je vous rappelle qu'on a 3400 km de domaines cyclables sur la région des Pays de la Loire, c'est-à-dire sur les 5 départements. On est la première région cyclable de France. Avec Loire à vélo, Vélocéan pour ce qui nous concerne, etc., etc. Donc cet atout-là, il faut qu'on continue à le développer. Et ça, c'est vrai que c'est une des missions. Alors, c'est pas simple parce que ça coûte cher. Parce qu'en fin de compte, faire du domaine cyclable, c'est faire de l'aménagement du territoire. Vous ne faites pas une tracée comme ça. Vous refaites des chaussées, vous faites une partie de votre commune lorsque vous faites une traversée cyclable. Donc c'est des coûts très importants. Mais c'est vraiment une mission qu'on s'est donnée pour permettre de pouvoir, je dirais, avoir ce produit d'appel, qui est un produit d'appel merveilleux, qui est le vélotourisme. Juste un chiffre pour que vous compreniez. Un vélotouriste, c'est 80 € par jour et par personne. Ce n'est pas anodin dans le monde du tourisme. Et donc, il faut qu'on se spécialise dans l'accueil vélo, parce qu'après le domaine cyclable, il faut qu'on soit bon dans l'accueil vélo, soit bon dans l'offre de vélo. Donc voilà, et c'est l'une des raisons pour lesquelles on est très content aussi d'avoir scellé, je dirais, un accord avec la Carène, qui est l'intercommunalité voisine, avec leur offre de vélos électriques en location longue durée, parce que pour nous, c'est important aussi que notre population s'adapte à cette offre-là qui est indispensable. Il faut qu'on décongestionne nos communes. Et vous le disiez à juste titre tout à l'heure, on l'a vu cet été, beaucoup de communes n'ont pas eu l'effet, je dirais, embouteillage qu'on aurait pu avoir il y a quelques années, parce que le comportement aussi des gens a changé et qu'ils ont compris que prendre leur voiture pour faire quelques kilomètres n'était pas utile, surtout quand le terrain est plat. Et qu'il faut mieux prendre le vélo. Et moi, je l'ai vu ici sur cette commune, on passe de 18 000 à 180 000 habitants. On n'a pas eu d'embouteillage monstre comme on aurait pu l'avoir peut-être dans des villes du sud de la France. Et je pense que toutes les communes de la presqu'île n'ont pas connu cette congestion qui est très forte lorsqu'on multiplie nos populations. La question, je vous la pose à tous les deux, Franck Louvrier, Pascal Puiset. Dans quelle mesure, quand on pense piste cyclable, par exemple, et aménagement du territoire, on pense où justement on est complémentaire entre le vélo tourisme et le vélo du quotidien? Non mais vous savez, c'est une culture le vélo. C'est-à-dire que lorsque vous faites du vélo l'hiver, vous risquez d'en faire l'été, même pendant vos vacances. Et pareil, quand vous en faites l'été, vous risquez de vous aventurer à un moment donné à vous dire je vais peut-être aller au travail en vélo. Parce que le vélo-travail et le vélo-tourisme, c'est la même chose, sauf que c'est des périodes, des saisons différentes. Mais c'est le même individu qui est sur le vélo. Et surtout que maintenant, l'électrique nous a permis de réduire les distances. Pour aller au Croisic de la Bola en vélo, c'est de la rigolade, surtout avec la belle domaine cyclable qu'il va y avoir. Mais ça réduit énormément les distances en électrique, ce qui n'était pas le cas auparavant. La question, Pascal Puiset, elle est presque philosophique. C'est une question de culture. Ça ne se décrète pas, la culture vélo? Non, puis ça ne se décrète pas. Alors, quelque part, si on ne met pas les infrastructures en place, on va pas faire d'engouement. Moi, je vais prendre un exemple qui est complètement personnel. Cet été, j'ai été travailler avec mon vélo. J'ai mis autant de temps à vélo que je le faisais en voiture. Sur le territoire, il faut savoir que plus de 80% des déplacements en voiture font moins de 5 km. Donc ça peut nous interroger. Et moi, c'est vrai que la Pointe-du-Bil à la mairie, j'ai 5 km. Et je me suis dit, pourquoi pas en vélo? Et c'est vrai que le vélo électrique, comme le dit Franck, il y a deux choses qui sont importantes. C'est que moi, les gens, quand ils vont travailler, ils n'arrivent pas en sueur. Ça permet de raccourcir aussi le terrain et de pouvoir aller travailler, quel que soit le travail que l'on fait. Mais aussi le développement quand même d'infrastructures adaptées. Si on veut faire du vélo pour aller travailler, il faut que les voiries soient adaptées. Ce que disait Franck, c'est un coût qui est assez phénoménal, donc ça ne se décrète pas, et c'est vrai que c'est un travail de longue haleine qui a commencé bien avant nous. D'ailleurs, le projet de territoire de Cap Atlantique, ce n'est pas un projet qui se décline tout d'un coup. Il y a bien aussi une reprise de tout le travail qui a été fait par nos prédécesseurs. Et en matière de vélo, je pense qu'on s'appuie sur déjà de bonnes bases et puis aussi de très très bonnes équipes qui sont vraiment très très motivées sur Cap Atlantique pour développer le vélo. Pour conclure rapidement sur ce sujet, Franck Louvrier, vous parliez des locomotives, des voitures, du train, pas la vraie voiture, et des locomotives qui bénéficient à tout le territoire. Hein. C'est ça l'idée. Oui, bien sûr, parce que d'abord, vous n'avez pas de stratégie touristique
sans qu'il y ait une visibilité. La visibilité, elle ne se décrète pas, c'est la même chose. Je pense que la marque la plus connue aujourd'hui sur le territoire, c'est la Baule, c'est Guérande, en tout cas au-delà de nos frontières régionales. Hein. Et ces marques-là, il faut s'appuyer dessus pour pouvoir justement, parler vulgairement, mais étaler la confiture touristique sur l'ensemble du territoire. C'est comme ça, ce sont des portes d'entrée qui nous permettent justement, et regarde, quand on fait des études comparatives avec d'autres régions ou d'autres territoires ou d'autres agglos, c'est toujours la même stratégie, c'est-à-dire on rentre par une porte qui est Biarritz, on rentre par une porte qui est Nice, on rentre par une porte qui est Strasbourg, et après, sur l'agglo, sur l'interco, on profite de cette porte-là et de ces touristes qui arrivent en nombre pour pouvoir répartir les choses. Et c'est vraiment la meilleure des stratégies pour réussir et continuer à absorber et surtout d'aller vers un tourisme de qualité, un tourisme de proximité et je dirais oublier le tourisme de masse. Merci Franck Louvrier, le tourisme, je parle sous votre contrôle, qui représente 8000 emplois sur l'agglomération. L'emploi, justement, comment encourager les filières émergentes? Jean-Claude Ribaud, maire de Piriac-sur-Mer, vous êtes le vice-président à l'emploi, à la formation et l'apprentissage. Question que je vous pose, comment accompagner les entreprises pour les débuts sur votre territoire? Merci. La finalité, la finalité d'une politique de développement économique consiste à maximiser les retombées socio-économiques du développement des entreprises sur le territoire. Pour le territoire, l'accueil et le développement de nouvelles filières et d'activités innovantes sont les enjeux primordiaux, non seulement pour renforcer l'attractivité du territoire en lien avec notre identité maritime et nos ressources naturelles, diversifier notre tissu économique générateur de nouveaux emplois et le maintien de jeunes actifs sur le territoire. Ça, c'est important, les jeunes actifs. Assurer un niveau de service à la population ou encore accroître la fiscalité économique également. Justement, vous parlez de filière, vous parlez de maritime, vous pensez à la filière nautique forcément? Bien sûr. Il y a bien dans des contraintes. Le nautisme, ici sur notre presqu'île, fait partie intégrante de l'ADN du territoire avec ses ports, ses plages et également, comme ça a été cité tout à l'heure, nos 90 km de littoral. Et les activités nautiques attirent divertissement, évidemment, mais font vivre assurément le territoire et le nombre d'entreprises au travers de nombreux métiers. Le nautisme écrit son futur par des innovations. Ces dimensions maritimes et nautiques sont des facteurs différenciants, essentiels pour l'activité de la presqu'île et des atouts économiques et marketing majeurs de son développement. Je citerai quelques chiffres. Cap Atlantique mène depuis 2012 une réflexion sur le développement de la filière nautique sur le territoire de la presqu'île, en partenariat avec les chambres consulaires ou encore les territoires voisins, et notamment bien sûr nos voisins, la Carène. Sur la presqu'île, c'est une filière dynamique avec plus de 70 entreprises pour 250 à 300 emplois. C'est également une filière identitaire, clé pour l'activité touristique locale via une capacité d'accueil dans les ports porteurs d'une forte notoriété. Le port de Piriac, excusez-moi, c'est le site, étant encore récemment désigné comme le deuxième port le plus attractif de la façade atlantique au niveau national. Et quatrième également, après bien sûr Nice. Pour répondre aux nouveaux enjeux de cette filière et pour accompagner cette dynamique, Cap Atlantique, qui a adhéré au cluster régional Nautibum, qui regroupe et anime les acteurs de la filière nautique. On parlait de votre vice-présidence, on parle d'innovation, de formation, les deux vont forcément de pair? Bien sûr. Cap Atlantique ne s'investit pas seul dans l'accompagnement des entreprises. Des passerelles sont déjà créées et se développent encore avec d'autres PCI et des acteurs institutionnels qui dépassent nos frontières administratives. Elles ont pour objectif de capter les domaines d'expertise non présentes sur le territoire et de profiter des dynamiques métropolitaines. Et on a pour cause, dans l'entrepreneuriat, avec l'adhésion de Cap Atlantique au centre d'initiative locale, la Maison de la Création avec d'autres CPI du bassin d'emploi. Nous organisons d'ailleurs un forum de la création reprise d'entreprises le 5 octobre à la Baule. Je vous invite tous et toutes. Dans le domaine de l'innovation, avec Atlampôle, structure métropolitaine, qui regroupe notamment la région Pays de la Loire, la métropole nantaise et d'autres agglomérations,
Et comme je vous l'indiquais précédemment, Cap Atlantique et la Carène déploient à travers Atlanpol une nouvelle offre d'accompagnement, d'accélération de projets innovants en local. Dans le domaine du numérique, on a parlé tout à l'heure avec mon collègue qui est très attaché effectivement au numérique, par le soutien commun de Cap Atlantique et de la Carène pour la labellisation du territoire French Tech Saint-Nazaire-La Baule. Et dans le domaine de l'emploi, la formation et l'apprentissage par la co-organisation avec 4 EPCI du Salon Trajectoire, le Salon de l'orientation et des métiers. Il est bien évident que cet élargissement relève tout autant d'une démarche de cohérence. Le monde de l'entreprise et les enjeux économiques ignorent ou dépassent les découpages administratifs que d'une nécessité de mutualisation des moyens techniques et financiers entre territoires. Avec des partenariats pour la Chambre d'agriculture également, au-delà des labels, dans les exemples concrets. Tout à fait. Que vous pouvez donner. Eh bien, merci à vous, Jean-Claude Ribaud, merci à vous, Seth. J'en profiterai, si vous voulez. Allez-y. J'aime pas trop citer les personnes, mais il faut penser à tous les agents de Cap Atlantique qui sont à nos côtés, nous les maires, pour travailler avec nous. Et moi, je sais que c'est une nouvelle compétence, effectivement, la formation et l'apprentissage. J'ai la chance d'avoir au sein de Cap Atlantique des agents performants, rigoureux et travailleurs. Je les remercie. Et on les applaudit, s'il vous plaît. Merci à vous, merci à vous, Seth, pour vos interventions. On va vous laisser regagner vos places, comme tout à l'heure, sauf Nicolas Rivalan, vous restez à côté de moi. On vous raccompagne, même les vice-présidents avec Nicolas Criot. Et vous allez me suivre, si vous le voulez bien, monsieur le président. Là encore, je vous voyais acquiescer, écoute, très actif de ce qui était dit, énoncé au cours de cette deuxième table ronde sur le bien vivre sur le territoire. Qu'en avez-vous retenu? Qu'est-ce qui vous a marqué en particulier, Nicolas Criot? Bien, écoutez, un territoire porteur du bien vivre pour tous, on affiche là clairement dans nos politiques publiques que celui qui prend une place centrale, c'est l'usager, le citoyen. Alors qu'il soit habitant du territoire, qu'il soit futur habitant, mais qu'il soit également touriste pour venir découvrir notre secteur. Et on voit que c'est une vision à 360 degrés qui passe par l'habitat, la mobilité, qui passe aussi par l'emploi. Et puis tous les services que Cap Atlantique propose, dans ce que je qualifie du bien-être, la culture, le loisir, et qui permet l'épanouissement autour de ces politiques publiques, et surtout aussi qu'ils soient portés à la connaissance de chacun d'entre vous. Alors, avec des ambitions, mais Michel l'a indiqué, c'est l'habitat aujourd'hui qui est l'un des sujets. Dans nos rencontres quotidiennes avec les administrés, c'est le sujet qui remonte le plus souvent. Donc, avec différents chantiers, on parlait du court, du moyen, du long terme d'ici 2030. Chantiers déjà identifiés. Exactement, des chantiers déjà identifiés et qui nous amènent à la troisième ambition portée par Cap Atlantique, qui est un territoire uni et intégré au profit du dynamisme global. Et c'est l'ambition que vous portez. Nous voilà donc arrivés à cette troisième table ronde, ce troisième temps. Merci Nicolas Criot. J'invite les vice-présidents concernés à nous rejoindre sur scène avec aux côtés de Nicolas Rivalan, qui est déjà ici, Christelle Chassé, Hubert Delorme. Allez-y, prenez place ou reprenez place. Le jeu des chaises musicales, on est bien aussi ici face à vous. Je suis ravi de vous voir un peu mieux que tout à l'heure à l'extérieur. En tout cas, cette troisième table ronde, ce territoire uni intégré au profit du dynamisme global. Il était question il y a quelques instants de ceux qui travaillent sur le territoire. Ce sont aussi souvent ceux qui y vivent. Nicolas Rivalan, vice-président aux ressources humaines, aux moyens matériels, à l'égalité hommes-femmes. Comment est-ce qu'il faut faire, comment s'y prendre pour réincarner ce dialogue qui parfois n'existe plus? Alors tout d'abord, comment Jean-Claude m'a coupé l'herbe sous le pied, parce que je tenais à remercier effectivement tous les agents de Cap Atlantique qui travaillent pour les élus. Ils font un travail remarquable et ça mérite d'être souligné aujourd'hui. C'est inscrit dans le projet de territoire parce qu'on va essayer d'améliorer leurs conditions de travail. Mais j'en parlerai un peu plus tard.
Quelles sont les actions, parce que là on est dans le concret depuis le début de la soirée, pour bien réincarner ce lien entre le citoyen et puis l'administration? Donc on parle en fait d'accueil. Et la qualité de l'accueil, en fait, c'est une de nos préoccupations majeures. Et donc cet accueil doit s'inscrire dans une dynamique d'amélioration continue, en fait. Donc on vient de lancer en fait très récemment le projet de démarche entrée usagée. Ce dispositif en fait a pour objectif de placer durablement l'usager donc au cœur de nos préoccupations, tout en valorisant en fait le travail des services. L'importance d'améliorer la qualité du service rendu résulte en fait d'une volonté. C'est de répondre de manière optimale en fait et constante aux attentes des usagers, tout en intégrant une nécessaire modernisation du service public. Cette démarche ne peut se faire qu'en co-construction avec entre l'agglo, les communes et puis nos délégataires en fait. Et normalement, ça devrait simplifier en fait. On doit arriver à simplifier le parcours de l'usager et du process de traitement. Donc offrir des services numériques, c'est une chose. On y revient au numérique, on y revient toujours avec ce maillage. Et donc, en fait, je parlais d'inclusion tout à l'heure. Évidemment, il est indispensable d'être présent pour accompagner des usagers qui ne sont pas encore prêts, en fait. Tout comme on doit accompagner également nos agents, en fait, en matière d'inclusion numérique, de façon à ce qu'ils soient formés et qu'on puisse installer des bornes numériques au sein de nos accueils. Alors, quand je parle de l'accueil de Cap Atlantique, mais également dans les accueils de nos communes, quoi. Donc il faut du personnel formé pour pouvoir renseigner également donc les administrés. Donc ce qui est valable en interne est valable plus largement en externe. Entre les communes. C'est ce que je vous disais. Donc la co-construction, c'est l'agglo, les communes et les délégataires. Et on a le souhait aussi de multiplier les maisons France Service, parce que aujourd'hui, sur le territoire du Morbihan, donc les 3 communes du Morbihan, on a deux maisons France Service qui sont à proximité, mais ça reste quand même à des distances. Et je vais me tromper peut-être, mais il y a Saint-Liphard, il n'y a même pas Guérande. Pas encore. Donc, vous voyez, là, on a vraiment besoin de rapprocher en fait l'administration et c'est Cap Atlantique, c'est l'agglo qui pourra le faire. Et bien entendu, comme j'ai dit en préambule à cette question, c'est aussi la construction d'un nouveau siège d'ici 2030. Donc on parlait des outils, voilà le principal outil. Oui, parce que c'est pas un luxe pour nos agents. Parce que je veux dire, aujourd'hui, ils ne travaillent pas forcément dans les conditions optimales. Donc il est franchement nécessaire. Et Alors, je vous espérais qu'en 2030, on aura bien avancé. Mais c'est vrai que ça a des coûts, ça se prépare et on ne peut pas faire ça n'importe quand. Donc ces outils, et notamment celui-ci, vous parlez du siège, et puis le numérique avec le maillage qui va être sans cesse déployé et agrandi sur votre territoire, sur l'agglo. Mais le numérique, certes, mais le numérique ne fait pas tout. Vous pensez aussi à la création de grands événements au présentiel, au physique en tout cas. Alors, revenons un peu sur le maillage, parce qu'en fait... Allons-y. On a quand même le maillage, c'est une composante omniprésente de notre société, le numérique. Donc en fait, pourquoi? C'est pour réaliser en fait toutes nos démarches en ligne, faciliter l'accès de nos administrations, et puis plus besoin de se déplacer systématiquement pour remplir un dossier, plus de contraintes horaires, parce qu'on peut le faire à n'importe quelle heure, et permettre aussi de suivre le traitement de sa demande. C'est déjà en place pour certaines. Dans le privé, ils ont déjà compris. On arrive à commander les choses et on a le suivi de la commande. Et puis, du coup, ce maillage-là nous proposera également plus de services en ligne via une plateforme de nos sites qui sera sur nos sites internet. Donc là, on pourra télécharger un formulaire, des prises de rendez-vous, des paiements en ligne. Enfin voilà. C'est un enjeu fondamental pour le service public de proximité. Voilà pour le maillage. Ça, c'est pour le maillage et pour répondre à Mais je n'ai pas oublié ma question sur le numérique qui ne fait pas tout, donc avec le physique, le présentiel. Et on est bien d'accord, le numérique ne peut pas remplacer l'humain. Et on n'est pas des robots. On le voit régulièrement, ça. Donc on a quelques projets en tête. Donc, par exemple, de mettre en place
un conseil intercommunal des jeunes, organiser des consultations avec les habitants via des enquêtes de satisfaction, voire des référendums locaux, organiser une journée de la citoyenneté, organiser également des portes ouvertes de l'intercommunalité. C'est aussi le moyen de se faire connaître, enfin de valoriser nos actions. Et pour revenir à ce que disait Bernard Le Guen, dans les projets, c'est aussi d'organiser des événements importants qui fédèrent le territoire et ses habitants. Alors donc ça peut être un enjeu, ça peut être un événement sportif, culturel, enfin voilà. Donc, et les événements qui étaient cités tout à l'heure, parce qu'il y en a besoin de ces événements. L'image de l'agglo, elle est attractive, mais il faut encore aller plus loin dans ce domaine-là pour travailler sur l'image, selon vous? Alors ça, c'est effectivement encore un autre enjeu, en fait. Hein. C'est donc aussi offrir une image en adéquation avec les besoins actuels. Notre agglomération, elle a 20 ans. Donc notre territoire est très attractif, comme il a toujours été d'ailleurs. Il est très regardé, mais il n'est pas toujours bien compris ou mis à sa juste valeur, en avant plutôt à sa juste valeur. Donc pour pouvoir continuer à rester dans, si j'ose dire, dans le haut du panier et pouvoir se démarquer des autres territoires, nous devons expliquer qui nous sommes, ce que nous faisons, mettre en avant nos atouts, expliquer et rendre intelligibles les efforts offerts à la population. Donc en clair, cette stratégie numéro 16, c'est celle-là qui s'inscrit. La fameuse C16, l'ambition C16 avec les actions que vous êtes en train de nous détailler pour une agglomération déjà attractive. Mais c'est de répondre aux besoins et à la demande accrue et professionnelle de communication qu'exige notre société actuelle. Et par là même à notre agglomération de développer l'image qu'elle mérite. Et ça veut dire que vous allez communiquer, mais de quelle manière? Dites-nous tout. On va étudier la chose, parce que je ne vais pas vous donner les éléments ce soir, parce qu'il y a tellement de choses à faire que... On est entre nous, quelques éléments, quelques pistes. Je ne dirai rien ce soir. On aura essayé. Pas de promesses, si on n'arrive pas à les tenir. Et c'est un teasing, mesdames, messieurs. Voilà le teasing de Nicolas Rivalan pour ses actions. Il était donc question de cette image en adéquation avec les besoins actuels et puis ses habitants de l'agglomération et le lien avec les différentes communes, surtout le lien avec les différentes communes. Hubert Delorme, vous êtes le maire de Saint-Molf, vice-président aux finances, à la mutualisation et à la commande publique. Eh bien, l'enjeu pour vous, c'est d'abord la cohésion. C'est ça le maître mot? Alors, c'est un mot extrêmement important, la cohésion. Alors, il faut garder en tête l'esprit qui est le principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'on laisse à chaque niveau l'intervention là où elle doit être. C'est-à-dire qu'au niveau des communes, on s'occupe de ce qui concerne les communes. Et en fait, la cohésion, elle vient dans le fait, on a entendu parler tout à l'heure, j'oublie ton nom, excuse-moi, Bernard, voilà. Bernard Le Guen qui nous disait décidément, son nom revient souvent en tous les cas, beaucoup de bonnes idées. Oui, non mais absolument. Le principe qui est de dire que à deux communes, on est quelquefois plus fort qu'à une. On est peut-être meilleur quelquefois à 4. C'est l'exemple dont il parlait tout à l'heure sur des communes du Nord. Et je veux dire que c'est cette cohésion-là qui est intéressante. Plus on travaille ensemble, plus on est efficace et de la meilleure façon possible. Alors, il y a un certain nombre d'exemples qui répondent à ça. Mon voisin de droite, Nicolas, en parlait tout à l'heure, qui était l'accueil de l'usager. Je veux dire, typiquement, c'est une action qui est coordonnée au niveau de Cap Atlantique qui porte ses fruits. Les différents agents d'accueil de nos mairies sont également les agents d'accueil de la communauté d'agglomération de Cap Atlantique. Et on a commencé à travailler là-dessus, et je veux dire que ça porte ses fruits, et c'est ça qui va faire que la connaissance du territoire et la cohésion du territoire sera au vu de tous et sera palpable par tous nos habitants. Avec, là encore, la théorie et puis la mise en pratique et des outils qui vous le permettent. Si on parle du pacte financier et fiscal, c'est déjà presque une réalité. À quoi va-t-il servir ? Alors, excusez-moi, je finis sur le passage d'avant qui était de dire... Sur la cohésion ? Sur la cohésion, en fait, on a un certain nombre d'outils qui peuvent être mutualisés. Je veux dire qu'on est en train de travailler, et c'est déjà
effectifs dans certains domaines et on est invité à progresser sur la mutualisation, sur le choix de logiciels qui soit commun à tout le monde, etc., parce que ça va permettre des transversalités et une efficacité améliorée. Pour revenir sur le pacte fiscal et financier, effectivement, depuis le début, en même temps que ce projet de territoire, on a initié ce pacte fiscal et financier. En quoi ça consiste? Je veux dire que c'est simplement déterminer les règles du jeu de fonctionnement de nos 15 communautés de nos 15 communes qui forment cette communauté d'agglomération, pour regarder ensemble comment on peut fonctionner de la meilleure façon qui soit. Alors, on est 15 communes différentes, et je veux dire que c'est tout à fait édifiant de constater que, à force de travail ensemble, on arrive à trouver des moyens. Alors, je ne vais pas rentrer dans des critères extrêmement techniques qui vont enquiquiner tout le monde, mais le pacte fiscal et financier est sur le point d'aboutir, et je veux dire dans un sens qui est d'intérêt commun, c'est-à-dire que ça va intéresser individuellement toutes les communes, de la même façon que ça a un intérêt globalement pour la communauté d'agglomération. La philosophie, c'est de dire que personne n'est perdant. En fait, personne n'est perdant. En fait, un des premiers actes qu'a fait ce municipe quand nous sommes arrivés, c'est de dire que la communauté d'agglomération allait doubler les fonds de concours. Et donc, dans le projet qui est en gestation et qui va bientôt vous être révélé, et effectivement, il n'y a pas de perdant dans ce fonctionnement. Dans ce pacte fiscal et financier, je voudrais donner deux règles qui sont les principes fondamentaux sur ce pacte fiscal et financier. C'est, un, la transparence, c'est-à-dire de savoir exactement comment on fonctionne. Le président vous l'a dit tout à l'heure, il y a 20 ans que cette communauté d'agglomération existe. Ça veut dire qu'il y avait un certain nombre de choses qui se faisaient, on ne le savait pas forcément. Aujourd'hui, on sait comment ça fonctionne et on sait demain comment ça va fonctionner. Et l'autre mot qui est extrêmement important, c'est l'équité. Et je veux dire, c'est tout à fait édifiant de constater que malgré les différences tout à fait significatives entre les différentes communes, il y a les communes plus importantes, les deux locomotives dont on parlait tout à l'heure, que sont Guérande et La Baule, ou La Baule et Guérande. Je fais les deux pour ne pas me créer d'inimitié parmi les deux maires des communes plus importantes. Mais nous avons des communes littorales, nous avons des communes rétro-littorales, des communes rurales, etc., des plus petites, des moins riches, etc. Et malgré tout ça, malgré ces différences, je veux dire que quand on travaille ensemble, on arrive à montrer qu'on peut faire quelque chose ensemble et qu'on va continuer d'aller de l'avant. Et je crois que Nicolas Rivalan voulait réagir sur ce point-là, l'équité notamment. Je vais pas réagir, c'est en fait, vous me posiez la question tout à l'heure, donc j'ai quelques remords, donc la manière dont on va communiquer, donc je vais vous donner quelques éléments quand même. Vous complétez le teasing. Donc en fait, là, on va engager une nouvelle stratégie de communication au niveau de l'agglo, et donc pour mettre en valeur tout ce qui vient d'être dit d'ailleurs, hein, jusqu'à présent, parce qu'on arrive presque à la clôture de notre conférence là, et donc, pour que l'agglo ait une image de marque, améliorer l'image de marque de l'agglomération, c'est l'action 31 de ce projet, en fait. Et on a déjà commencé, d'ailleurs, parce que là, ce soir, nous sommes, je crois, en direct sur Facebook Live. Absolument. Et on salue toutes celles et ceux qui nous regardent et qui nous regarderont en replay. Exactement. Et donc, voilà, on a quelques petites idées, comme créer un magazine de l'agglomération, qui n'existe pas aujourd'hui. Développer une nouvelle identité pour le territoire et puis surtout pour renforcer la lisibilité de nos actions, parce qu'on a parlé de lisibilité, mais justement là on est plutôt dans les faits, donc la communication a son rôle à jouer et très important. Mais là encore, communiquer ensemble, c'est le mot cohésion qui revient en toile de fond de ce que vous êtes en train de nous expliquer, tant vous, Nicolas Rivalan qu'Hubert Delorme, avec la cohésion également, qui est un rapprochement entre les différents partenaires. Christelle Chassé, on peut voir les choses comme ça. En tout cas, c'est là aussi votre ambition d'ici 2030, c'est l'esprit de cette politique publique. Oui, évidemment, ces partenaires, ils sont essentiels dans ce projet de territoire. Et le fait d'avoir pensé et écrit ce projet permet vraiment d'afficher clairement nos ambitions auprès des partenaires. Alors on peut penser à l'Union européenne, l'État, mais aussi les régions en Bretagne, Pays de la Loire, parce qu'on a cette particularité d'être sur 2 régions, mais aussi 2 départements, hein, le Morbihan, la Loire-Atlantique. Voilà, ils sont nombreux, ces partenaires.
Et les actions sont importantes. D'ailleurs, il existe déjà des partenariats. Je peux citer l'exemple du contrat de territoire signé avec le département il y a quelques jours. Voilà, on est quand même sur un soutien à hauteur de 90 millions, avec un soutien aux enjeux forts de CAP qu'on a pu développer ce soir. Je pense aux liaisons douces notamment, l'habitat, le logement social, voilà, de nouvelles formes pour habiter aussi notre territoire aujourd'hui. Puis pour conclure, j'aimerais aussi qu'on parle projet de territoire, mais il est vraiment au service des habitants. Il est essentiel qu'on raisonne aussi en bassin de vie pour nos habitants, là où ils travaillent, là où ils se déplacent. Et donc on a là 3 partenaires essentiels que sont les 3 intercommunalités voisines, donc Arc-Sud-Bretagne, la Carène et puis Pontchâteau-Saint-Gildas. Voilà, il ne faut pas oublier que ce projet de territoire, il est vraiment au service des habitants. Voilà, au service des habitants et pas seulement les services, la cohésion avec les partenaires. Vous avez bien insisté sur cette notion. Merci à vous, cher vice-président, vice-présidente. On approche de la fin de cet événement, de ce rendez-vous de l'Agglo en ce 19 septembre, effectivement. Je vais demander à toutes celles et ceux qui sont intervenus depuis le début de la soirée de nous rejoindre sur scène au cours des différentes tables rondes. Ces vice-présidents qui ont présenté les actions en matière de transition écologique, de bien vivre pour tous, de territoire intégré et dynamique. Rejoignez-nous. Au milieu de la scène, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, mesdames, messieurs, pour accompagner la montée des vice-présidentes, vice-présidents, autour du président Nicolas Criot. Je crois que c'est clair, le cap est fixé pour 2030. Alors, le cap est fixé, les trajectoires sont données. Alors, il y a un sentiment qui me vient ce soir, après cette présentation, c'est je suis heureux. Ah bon, pas heureux parce qu'on termine notre premier rendez-vous de l'Agglo, mais heureux de tout ce qui est engagé par vous, mes collègues élus, par les services, et qui permet en fait de porter les ambitions et la trajectoire. Alors je suis aussi confiant parce que je sais que chacun d'entre vous, vous connaissez ce territoire, vous l'aimez. Certains y sont nés, d'autres ont choisi d'y vivre et d'y rester, et qu'aujourd'hui, on peut être confiant sur l'accompagnement que nous allons avoir en termes de prévention, de pédagogie et d'action pour que nos futures générations puissent bénéficier à nouveau de ce que nous apprécions aujourd'hui. Ce projet, on l'a exprimé, il doit aussi être en capacité de faire preuve d'adaptabilité. On l'a vu, nous vivons dans un contexte qui évolue, parfois très rapidement, et nous devons, au travers de ce cadre, de cette structure, pouvoir réagir. Réagir, c'est peut-être lâcher un petit peu sur certaines actions pour en renforcer d'autres, au vu des éléments de priorité et au vu également, il ne faut pas l'ignorer, des contextes financiers. Alors je tiens à remercier, chacun d'entre vous et chacune a pu le faire, déjà vous tous, mes collègues maires et vice-présidents, également les élus du conseil communautaire, tous les élus municipaux du territoire, et je pense bien sûr également à tous les directeurs et agents des services, qu'ils soient de Cap Atlantique ou qu'ils soient de vos communes, car tous ont participé et ont été sollicités sur la création de ce projet de territoire. Alors fierté aussi parce que dans la démarche que j'ai portée et dans laquelle nous sommes tous associés, jeudi dernier en conseil communautaire, ce projet de territoire a été approuvé à l'unanimité. Je remercie aussi, et on l'a cité à différentes occasions, tous les élus qui nous ont précédés ainsi que les agents. Notre interco a 20 ans en fin d'année. Elle a construit un socle, une base solide. À nous d'en faire, avec les clés de la locomotive, un véritable atout pour notre territoire. Alors je terminerai, avant que nous partagions un verre, un buffet, par une citation. Alors c'est une citation africaine. « L'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. » Soyons tous ensemble cette forêt qui pousse pour porter notre projet de territoire 2030, car c'est notre projet à Cap Atlantique de fabriquer. Merci à toutes et tous et excellente fin de soirée.
côté des... Eh bien, vous êtes conviés à...